Le droit à un recours juridictionnel est aujourd'hui considéré comme faisant partie de la dimension de l'état de droit. C'est même considéré par certains comme faisant partie des droits naturels que les constitutions ne font que proclamer ou déclarer. Mais l'importance de ce droit n'implique pas qu'il soit d'un usage illimité et inconditionné. D'où les conditions de recevabilité qui se rattachent à la fois à la requête et au requérant. Au nombre de ces conditions figure l'intérêt à agir, d'où la vieille maxime, pas d'intérêt, pas d'action. L'intérêt à agir est une notion laissée à l'appréciation du juge et le tribunal administratif a toujours rappelé que l'intérêt pour agir est une formalité substantielle d'ordre public dont l'inobservation entache la régularité de la procédure contentieuse. Peut-on cerner cette notion dans une notion synthétique? Non, l'intérêt à agir est impossible à enfermer dans une notion synthétique. En effet, le juge administratif a toujours adopté une approche pragmatique consistant à vérifier l'existence ou non d'un intérêt à agir au cas par cas, et ce, sans rappeler les raisons de son choix. D'ailleurs, le jugement référé que vient de citer le doyen du 10 mars 2011 a clairement rappelé cette démarche en ces termes. وحيث ذأبت مظاهر المحكمة على اعتبار أن صيغة القيام أمام القضاء تستمد من المصلحة ويتم تقديرهما حسب كل حالة معروف. Après plus de 3 décennies d'existence, la jurisprudence du TA a permis de cerner les contours du cercle d'intérêt à agir d'une façon plus ou moins claire et stable. En effet, ce cercle s'est dessiné d'une façon progressive et cohérente à travers des jugements successifs qui ont permis de cerner l'intérêt individuel d'une part, de confirmer et d'affiner l'intérêt collectif d'autre part. De cette jurisprudence, on peut déduire quelques principes généraux. L'intérêt donne qualité pour agir, l'intérêt étant l'avantage d'ordre pécuniaire ou moral susceptible de résulter de la décision du juge, tandis que la qualité est le pouvoir ou la situation en vertu duquel le plaideur agit. L'intérêt doit également être personnel, légitime, direct et certain. Il est important de signaler que cette notion d'intérêt à agir a été principalement développée dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, contentieux objectif de l'égalité des actes administratifs, et par la suite, grâce à un contentieux assez nouveau pour le tribunal administratif, grâce au plein contentieux objectif à travers le contentieux des élections. Notion évolutive avec les changements économiques et sociaux, l'appréciation de l'intérêt à agir n'est normalement pas dissociable du milieu dans lequel évolue le juge. En témoigne l'évolution récente de la jurisprudence du TA sous l'effet de la Révolution. D'où se pose la question, à quel degré il y a eu un élargissement de l'intérêt à agir suite à la Révolution du 14 janvier 2011. Certes, la réponse par l'affirmative s'impose, mais ce qui reste flou, c'est l'avenir de cet élargissement. On peut donc dès le départ affirmer qu'il s'agit d'un élargissement certain, mais qu'il s'agit d'un élargissement à avenir incertain. Un élargissement certain. L'intérêt pour former le RED naît à la vérité de la rencontre de circonstances dont les unes tiennent à la situation particulière du requérant et les autres à l'objet et à la portée de la décision attaquée. En effet, outre le recours à la notion de qualité pour élargir la notion d'intérêt à agir, le juge administratif a fait appel à une notion assez lacunaire qui est l'enjeu national d'une extrême importance. Élargissement à travers la qualité du requérant, il s'agit de la qualité de contribuable. Initialement, le TA a régulièrement écarté du cercle d'intérêt à agir la qualité de contribuable. Il s'agit en effet d'une jurisprudence constante avant la Révolution et qui s'est traduite par un bon nombre de jugements, dont l'un des plus explicites est le jugement de première instance numéro 15833, 8 avril 1999, je cite en arabe, أن دعوى تجاوز السلطة تهدف إلى حماية الشرعية وهي بذلك دعوى مفتوحة للكافة شرط اكتساب الصفة والمصلحة في القيام بها. لذا فإن صفة العارض كدافع للأداء لا تمنحه بذاتها المصلحة في الطعن في القرار القاضي بالتمادي في صرف المرتبات عونا عمومي. طالما أن تلك الصفة تشكل قاسما مشتركا بين جميع المطالبين بالضريبة وأن فتح المجال لهؤلاء للطعن في القرارات التي لها انعكاسات مالية على ميزانية الدولة من شأنه أن يفضي على دعوة إلغاء صبغة الدعوة الشعبية. En revanche, et immédiatement après la Révolution, le juge des référés en date du 10 mars 2011 est venu admettre que la qualité de contribuable national donne intérêt pour contester toute décision ayant pour effet de peser financièrement sur le budget de l'État. Je cite en arabe, c'est tout à fait le contraire du considérant que je viens de citer.
يتضح أن الطالبين يستبدون الشرطين المشار إليهما من آثار الوضعية المتمثلة في مواصلة صرف الدولة المنح والامتيازات البرلمانية وانعكاساتها على ميزانيتها، وهو إجراء من شأنه أن يساهم في ازدياد الواجبات الضريبية المحمولة على المدعين وترفيع تقاعد الأداء الموظف عليهم كتأثير في وضعياتهم وذممهم المالية. Ce revirement a été salué par certains, critiqué par d'autres, mais globalement accepté compte tenu du contexte qui régnait dans le pays à cette époque-là. On se rappelle, le mois de mars 2011, c'est tout juste 2 mois après la Révolution. Néanmoins, les contours de cet élargissement n'ont pas été bien dressés. En effet, le juge n'a pas vérifié si les requérants s'acquittaient régulièrement de leurs obligations fiscales et si le fait de continuer le versement des indemnités a un impact effectif sur le budget de l'État. Ce jugement n'est pas resté isolé. 1 an et demi après sont intervenues 4 décisions en matière de sursis à exécution concernant les indemnités des membres de l'ANC. Le juge a confirmé ce revirement, mais sans éclaircir les contours. Le considérant, il est très simple et très général. Je cite en arabe: وحيث يتضح بالتأمل في المستندات التي تأسس عليها المطلب الراهن أن المدعي يستمد شرط المصلحة من الآثار المترتبة عن صرف الدولة المنح والامتيازات النيابية وانعكاساتها. Ceci est contraire à la jurisprudence française en la matière, qui a régulièrement écarté du champ de l'intérêt à agir la qualité de contribuable national et n'a admis que le contribuable local ou régional, à condition que la décision contestée ait pour effet de peser sur les finances de la collectivité considérée, pour autant que ce poids soit effectif. Outre l'élargissement à travers la qualité de contribuable, le tribunal administratif a essayé d'élargir le cercle d'intérêt à agir à travers l'objet du litige ou l'objet de la décision contestée. En effet, on a eu recours à la notion d'enjeu national d'une extrême importance. En effet, à l'occasion d'une demande de sursis à exécution présentée par un groupe d'avocats contre la décision du président de l'ANC portant ouverture des délais de dépôt des candidatures à l'ISI, le TA, après avoir rappelé la définition de l'intérêt à agir constante dans la jurisprudence, a considéré que la demande est recevable du fait que la composition de l'ISI constitue un enjeu national d'une extrême importance. Le terme en arabe est peut-être beaucoup plus explicite. وحيث لأن لم يثبت من الملف القضية ترشح المدعين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن تعلق الأمر بتركيبة الهيئة المذكورة باعتبارها رهانا وطنيا بأهمية قصوى يجعلهم يكتسبون شرط الصفة والمصلحة في الطعن في قرار فتح باب الترشح في عضويتها. Il s'agit en ce sens d'un élargissement au contour brouillé poussant à poser maintes questions. Car que veut-on dire par enjeu national d'une extrême importance? Est-ce spécifique à la composition de l'ISI? Certainement pas. Il s'agit d'une notion à connotation politique et non pas juridique à mon sens. Cette notion floue aboutira, en fin de compte, à ouvrir les portes à d'innombrables recours, surtout que pendant cette période de transition, tous les domaines de la vie publique peuvent constituer un enjeu national d'une extrême importance. L'Assemblée plénière juridictionnelle du TA, statuant au fond en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi organique numéro 2012-23, tel que modifié et complété par la loi numéro 2013-44 du 1er novembre 2013, aura à juger, si ce n'est pas déjà fait, si les requérants sont recevables, à attaquer la grille d'évaluation des candidats à l'ISI. Ces derniers, il faut rappeler, se sont prévalus dans la requête introductive d'instance, comme dans la demande de sursis à exécution, de leur qualité d'électeurs. Donc, à première vue, l'Assemblée plénière juridictionnelle aura tranché si ces requérants ont qualité et intérêt à agir ou non. Si oui, sur quelle base? S'il s'agit sur la base de la qualité d'électeur ou sur l'intérêt national. Une remarque finale concernant cette première partie, c'est qu'il y a eu un élargissement que je qualifierais de fictif, concernant la demande de sursis à exécution présentée par l'association Akid, et il y a eu une décision rendue en la matière le 19 septembre 2013, car certains ont considéré cette décision comme un élargissement de l'intérêt à agir. Personnellement, je ne pense pas, car la rédaction du considérant telle que suit: وحيث أن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عقيد مكون من مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وهو ما يكسبها المصلحة المستوجبة في تقديم المطلب الماثل. En effet, ce considérant s'insère parfaitement dans la jurisprudence classique du tribunal administratif concernant l'intérêt collectif. Et donc il n'y a pas eu d'innovation. La seule innovation, c'est au niveau de l'usage des terres, c'est l'usage du concept de société civile dans un jugement.
Donc on a vu qu'il s'agit d'un élargissement certain à travers les jugements que je viens de citer, mais je pense que c'est un élargissement à avenir incertain. Et cette incertitude découle de facteurs qui sont soit inhérents ou émanants du tribunal administratif, soit externes au tribunal administratif. L'incertitude inhérente à des facteurs émanant du tribunal administratif. En effet, l'effet de précédent jurisprudentiel conduit normalement le juge administratif, après avoir jugé qu'un administré placé dans une certaine situation a intérêt à agir, à reproduire cette même solution chaque fois qu'il rencontrera des requérants se trouvant dans une situation juridique identique. On découlera une tendance presque naturelle à considérer que le seul fait d'appartenir à une catégorie juridique donnée ou de se prévaloir d'une qualité déterminée confère ipso facto intérêt à agir. Je pense que ce mécanisme des précédents jurisprudentiels ne fonctionnera pas ou ne fonctionne pas parfaitement actuellement au niveau du tribunal administratif pour trois raisons. Premièrement, les jugements portant élargissement de l'intérêt à agir portent en leur gère un aspect circonstanciel. En effet, comme l'a rappelé le doyen Jibakouch, le premier jugement qui a porté élargissement de l'intérêt à agir, qui est un jugement référé en date du 11 mars 2011, a considéré que la qualité de contribuable dont il y a intérêt à agir a fait clairement référence à la légitimité révolutionnaire. En effet, comme l'a clairement souligné Mu'taz Gerbouri, le juge administratif s'est laissé naturellement emporter par son environnement politique et social instable et exceptionnel. Ce qui suppose, à l'inverse, est-ce que si on retourne à une légitimité constitutionnelle ordinaire, le juge reviendra aux catégories classiques concernant l'intérêt à agir. Le deuxième facteur, c'est que tous les jugements portant élargissement de l'intérêt à agir sont émanants du juge des référés au sens large, c'est-à-dire soit des présidents de chambre de première instance, soit de la première présidente du tribunal administratif. Ces jugements seront confrontés à une appréciation de l'intérêt à agir faite par les juges du fond qui n'auront pas forcément le même esprit libéral concernant l'intérêt à agir. Deux exemples en témoignent. Un exemple qui a trait à l'intérêt à agir, un autre exemple concernant les décrets-lois. L'exemple concernant l'intérêt à agir, c'est qu'on a eu au moins un jugement au fond qui a considéré que la qualité de contribuable, que les requérants ne peuvent pas se prévaloir de leur qualité de contribuable pour demander l'annulation du décret de nomination du président de la Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation. Ce même jugement a également estimé que la qualité d'avocat ne donne pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation du dit décret. Je rappelle le considérant. إن صفة العابدين كمواطنين تونسيين ودافعين للأداءات المستوجبة لا تمنحهم بذاتها المصلحة في الطعن في الأمر الفردي المتعلق بتسمية رئيس اللجنة الوطنية للتقصي في مسائل الرشوة والفساد. ضرورة أن تلك الصفة تشكل قاسما مشتركا بين جميع المواطنين التونسيين المطالبين بالضريبة، وأن فتح المجال لهؤلاء للطعن في الأمر المذكور من شأنه أن يفضي على دعوى الإلغاء صبغة الدعوى الشعبية. Un second exemple concerne les décrets-lois de la période transitoire. En effet, alors qu'il a été jugé en matière de sursis à exécution qu'il s'agit d'actes de nature législative et donc insusceptibles de recours pour ses pouvoirs, il y a eu au moins un jugement de première instance qui n'a pas respecté ses précédents et a considéré que les décrets-lois n'ont de valeur législative qu'après leur validation et que faute de validation, ils sont considérés comme étant des actes administratifs susceptibles de recours. Le troisième facteur qui risque de mettre en échec cette théorie des précédents jurisprudentiels est un facteur essentiellement psychologique. En effet, les magistrats craignent la transformation du REP en une action populaire ou action populariste qui pourra en effet paralyser la juridiction administrative, sous l'afflux des pourvois et le développement sans frein du nombre des procès, qui mettront en péril le pouvoir de contrôle du juge administratif. Cette crainte est d'autant plus légitime que le nombre des litiges s'est multiplié plusieurs fois depuis la Révolution, rendant la tâche des magistrats beaucoup plus pénible. Donc on a vu que l'avenir incertain de cet élargissement dépend de facteurs de deux natures, des facteurs internes au théâtre et des facteurs externes au théâtre. Les facteurs externes au théâtre concernent essentiellement l'intervention du législateur. Et cette intervention peut être soit une intervention par anticipation ou une intervention par réaction. L'intervention du législateur par anticipation a été matérialisée par la modification du décret-loi numéro 2011-35 du 10 mai 2011 concernant les élections de l'ANC, et ce, pour restreindre la qualité pour agir à la fois pour le contentieux de l'enregistrement des candidatures et pour le contentieux des résultats préliminaires.
Ce décret-loi ainsi que la jurisprudence qui s'en est suivie ont établi une distinction entre la qualité pour agir et l'intérêt pour agir, privant ainsi plusieurs parties, notamment les associations et les électeurs, du droit à agir en justice, même lorsqu'elles ont un intérêt direct à agir. Cette intervention du législateur s'y fait en partie suite à une demande émanant du TA. En effet, compte tenu des délais impartis pour trancher les litiges et qui étaient relativement, voire même très courts, la détermination stricte de la qualité pour agir s'imposait. Le TA s'est tenu d'une façon stricte à cette restriction législative, sauf dans un seul cas isolé, il s'agit du recours de l'Association des droits de l'homme de Tataouine contre l'inscription d'une liste candidate. L'intervention du législateur peut être par anticipation, mais elle peut être par réaction. Et actuellement, on est en train de vivre cette réaction. En effet, le législateur, il y a eu la modification de la loi organique numéro 2012-23 du 20 décembre 2012 relative à l'instance supérieure indépendante des élections par la loi organique numéro 2013-44 du 1er novembre 2013. En effet, l'article 23 bis a limité au candidat à l'ISI la qualité de demander l'annulation de la liste définitive des candidats à soumettre à l'Assemblée plénière de l'ANC pour vote. Ce nouveau frein intervient après une série de décisions en matière de circuit à exécution qui ont reconnu l'intérêt à agir, outre aux candidats, à des associations œuvrant dans le domaine des élections. Ces décisions ont eu un grand impact sur le plan politique, comme vous le savez, et ce n'est pas étrange, car comme l'a affirmé le professeur Veil, le juge administratif est amené par la force des choses à rendre des sentences dont la répercussion se fera sentir sur le plan politique. Le législateur est alors intervenu, poussé en grande partie par les impératifs du calendrier imposé par la feuille de route du dialogue national. En effet, certes, l'ANC s'est inclinée aux décisions rendues par le TA et n'a pas eu recours à la technique de validation, une validation qui risquait d'être votée à minuit de façon honteuse comme l'a été une autre validation du même genre. Mais rien n'empêche une nouvelle intervention du législateur à chaque fois que l'élargissement de l'intérêt à agir commencera à nuire à certains intérêts. Finalement, je veux dire que le juge doit pouvoir définir les critères clairs et prévisibles qui permettent de distinguer parmi les recours ceux qui sont recevables de ceux qui ne le sont pas. En effet, la prévisibilité de la jurisprudence contribue en grande partie à la sécurité juridique. Le juge administratif doit pouvoir trouver une conciliation entre deux impératifs, l'un se rattachant à la démocratisation de l'accès au juge et l'autre se rattachant à la nécessité de réguler l'excès des recours qui risquent d'affecter l'effectivité même de la justice administrative. Cette conciliation passera certainement par la rationalisation de cet élargissement. Et merci. Exposé qui est très intéressant parce qu'il met en lumière que aucune juridiction ne peut rester à l'abri de l'influence qu'elle reçoit de son milieu politique ambiant, mais de l'influence qu'elle imprime au milieu politique ambiant. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Le tribunal administratif rend des arrêts en droit. Personne ne peut douter de la qualité des jugements du tribunal administratif en droit. N'empêche que, qu'on le veuille ou non, les jugements du tribunal administratif seront toujours interprétés politiquement. C'est inévitable. Et donc c'est malgré lui que le tribunal administratif se trouve pris dans cette ambiance extrêmement tendue qui caractérise notre vie politique actuelle.